Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Tout d'abord, un grand merci de suivre les rencontres et interviews. Votre fidélité fait vraiment chaud au cœur, ça me porte énormément. Je vous invite à manifester vos écoutes autant sur Apple Podcast, Kakast ou YouTube, qui donnent plus de visibilité, ou par des étoiles, des likes ou des commentaires qui sont toujours bien appréciés. Aujourd'hui, on continue la découverte d'une association francophone de la région. Il s'agit de l'association des chorales franco-allemandes de Zurich. Vous allez entendre Géraldine et Karine. Elles mettent vraiment un effort énorme au bilinguisme, vous allez l'entendre. Très très sympathique. Donc je reçois la fondatrice Géraldine Marmier, qui est aussi la chef de chœur, et sa présidente Karine Manka-Tanner. L'aspect historique de la création est aussi très très instructif. J'ai beaucoup appris en préparant et on va tâcher de vous présenter ce que cette association a à offrir, l'intérêt d'une chorale, et j'espère présenter aussi les riches personnalités de Géraldine et Karine. Bonjour à vous. Bonjour Jenny. Bonjour. Bonjour les filles, merci beaucoup de participer au podcast, de venir chez moi, je suis ravie de vous avoir. On est ravis d'être là. Hein. Ouais, merci de nous accueillir. Ouais, c'est vraiment super, ça faisait longtemps que je voulais vous rencontrer en vrai, on s'était déjà parlé, les réseaux, etc. Est-ce que vous pouvez nous présenter en premier lieu l'historique de l'association que j'ai évoquée, la création de l'association il y a 10 ans, 11 ans? L'association elle-même, on l'a créée en 2017 et le chœur francophone, je l'ai créé en 2010. Donc au début, c'était une chorale que tout simplement moi j'ai lancée, privée entre guillemets. Et au bout d'un moment, on a grandi. On était une fois en voyage à Vaison-la-Romaine. Là-bas, j'ai rencontré des gens de la Fédération des chorales franco-allemandes. Et j'ai trouvé le concept super. Et étant donné que chez nous, il y avait quand même pas mal de mamans qui étaient motivées pour que je lance une activité pour enfants, je me suis dit, moi, ça m'importe que ce soit bilingue, venant d'un contexte franco-allemand aussi. Et je leur ai proposé de faire une association franco-allemande pour développer des chorales d'enfants franco-allemandes. Et c'est comme ça qu'on a créé une association pour gérer le chœur francophone de Zurich. D'accord. Et les chorales d'enfants franco-allemandes, les activités pour enfants et les stages qu'on compte organiser à l'avenir. Et cette fédération des chœurs franco-allemands, quelle est aussi son histoire ? Alors la fédération, elle a une plus ancienne histoire. En 1965, Bernard Lallemand, un ambassadeur de France en Allemagne, voulait œuvrer pour animer le contrat d'amitié franco-allemand signé par Adenauer et De Gaulle. Et il a monté une chorale franco-allemande, d'abord à Berlin, où il travaillait comme ambassadeur. En 65, et après, en 68, il était à Munich, il a fait la même chose. Il a monté une chorale franco-allemande à Munich. En 71, il était à Paris. Il a monté une chorale franco-allemande. Pareil, en 80, à Bonn, à nouveau. Et au bout d'un moment, voilà, en tant qu'ambassadeur, il a fait des petits partout. Et il a créé en 83 une fédération pour qu'on travaille ensemble et organise des projets communs, des concerts communs pour toutes ces chorales et surtout des voyages. On fait beaucoup des échanges entre les Allemands, les Français, maintenant les Suisses, n'est-ce pas ? Voilà, okay, c'est comme ça que il y a une énorme commencé. assise historique. Ouais. J'imagine que cet ambassadeur adore la musique, hein ? Alors oui, c'est non seulement un ambassadeur qui a bien fait son travail, je pense, vu tout ce qu'il a produit, mais c'est un musicien hors pair. C'est incroyable. Pendant qu'on fait les AG ensemble, nous, il suit la discussion, il est en train de nous faire un petit arrangement, il compose un petit truc et on le chante tous à la fin. Enfin, c'est quelqu'un d'incroyable. Il aurait pu être un grand musicien, je pense aussi, mais il a vraiment su allier ces deux qualités d'ambassadeur et musicien. Ouais. Bon, donc, moi, je suis très impressionnée par ce travail et surtout ce travail qu'il a fait sur l'amitié franco-allemande parce que, étant donné l'historique, c'est quelqu'un qui a vraiment activement travaillé pour qu'il y ait des liens qui se tissent entre les cultures germanophones et francophones parce qu'on sait qu'il y a quand même un passif et que c'est quelque chose qui se travaille d'être amis. Oui, absolument. Aussi. Et puis l'art et de rester amis, ouais. Bon, alors, quel est votre concept à vous, ici à Zurich ? Quelle était l'idée de la création ? Quelles sont les idées qui soutiennent les activités ? Alors, le chœur francophone, au début, moi, mon idée, ça faisait 3 ans que je travaillais comme chef de chœur dans des chorales alémaniques. Au début, on m'avait dit, ouais, tu sais, au début, c'est un peu difficile de s'intégrer chez les Suisses et tout. Étant donné que je travaillais vraiment dans un milieu alémanique, je me suis dit, au bout de 3 ans, ouais, je suis bien intégrée.
Ça me va bien. Écoute, voilà. Et j'ai tout simplement constaté que sur la place zurichoise, il n'y avait pas de chorale francophone à part la chanson romande. D'accord. Et la chanson romande, c'est un ensemble qui existe depuis 1940, qui malheureusement va se dissoudre maintenant, suite au Covid et au manque de choristes. Mais on les soutient autant qu'on peut de notre côté. Je me suis dit, bon, il y a un truc suisse, très local, en costume traditionnel et tout, mais quid des autres francophones? Et je me suis dit, quand même, il y a énormément de francophones sur la place zurichoise et sur le canton. Et puis, il n'y a pas de chorale francophone avant Winterthur. Il y en a une à Winterthur aussi. Et je me suis dit, bon, voyons voir. J'ai lancé de la publicité, chœur francophone, machin. Et puis, j'avais un local. Et puis, je me suis dit, bon, qui viendra, viendra. Et puis, on a commencé la première année avec 8 personnes. D'accord. Voilà, Toi, 10 Karine, inscrits, tu 8 y étais personnes. déjà dès la première année? Moi, je suis arrivée la dernière semaine de la première année. D'accord. Je les ai laissés faire leur premier concert. Comment tu en avais entendu parler? C'est une amie, en fait, qui faisait partie des 8, qui est maintenant notre plus ancienne choriste, hein, si je ne me trompe pas, qui savait en fait que, ou en discutant, je crois, je lui ai dit que j'adorais le chant choral et que je ne trouvais pas quelque chose qui me convenait avec mes horaires à Zurich et tout ça. Et qui m'a dit « Ah, mais il faut que tu essayes à tout prix le chœur francophone de Zurich. » Génial, puis, le bouche à oreille. Oui, c'est ça, le bouche à oreille. Et toi, qu'est-ce que tu y trouves là-bas comme satisfaction dans ce concept-là de bilinguisme social, j'imagine? Oui, social, définitivement. Moi, c'est vraiment, je ne sais pas, peut-être on y reviendra plus tard, Oui. mais moi, c'est vraiment ma fenêtre française francophone de la semaine. Je suis assez immergée en Suisse alémanique, on va dire. J'habite à Olten, donc c'est un environnement qui est vraiment soit allemand, soit dialecte. D'accord. Très peu d'anglais et... Alors, il paraît qu'il y a des Français, mais moi, j'arrive pas à les trouver. Alors, manifestez-vous, s'il vous plaît. Et puis sinon, à l'époque, je travaillais à 100% à l'ETH à Zurich. Donc là, c'était le bon allemand pour les cours, le dialecte quand je travaillais à l'atelier, l'anglais pour la recherche avec d'autres collègues de travail, et le français était quasiment inexistant. Alors, je suis très heureuse là où je suis, mais c'est vrai que je l'ai souvent dit à Géraldine, c'est sympa d'avoir 2 ou 3 heures par semaine, ou quand je parle de, je sais pas moi, Casimir, ou du Gloubi-Boulga, les gens savent de quoi je parle. Ah, les références communes. C'était ça au départ, et puis bon, le plaisir de chanter, parce que moi, j'ai chanté dans plusieurs chorales avant, donc c'était ce plaisir-là qui m'a intéressée, et puis après, j'ai essayé, j'ai découvert l'ambiance de ce chœur-là qui est exceptionnel. Mais c'est sûr. Et quel public avez-vous, justement? Qu'est-ce que vous chantez? Alors, on chante de tout. Oui. Mon objectif, c'était vraiment aussi d'être éclectique au niveau du programme. Autant que voilà, les choristes aussi, c'est très éclectique. On a des gens comme Karine qui a déjà une bonne expérience chorale derrière elle. Et puis, depuis le début, on a des gens, ils viennent parce qu'ils veulent un peu découvrir le développement de la voix, comment poser sa voix, découvrir comment c'est de chanter dans une chorale. Moi, je fais depuis le début un système où, pour soutenir les gens qui ne sont pas lecteurs, j'enregistre tous les morceaux pour chaque voix, et puis vous entendez un touti, et on a une sonothèque en ligne. Tout le monde peut télécharger ça sur son téléphone ou sur un lecteur MP3 pour pouvoir travailler aussi si on n'est pas là toutes les semaines. Excellent. Si on a du mal à lire les notes. Comme ça, on a quelque chose de simple à utiliser. Et on a tout de suite aussi le rendu du touti, parce que quand on travaille les différentes voix séparément, les choristes au début, surtout quand ils n'ont pas une expérience chorale, ils ne vont pas tout de suite se rendre compte comment ça va rendre toutes les voix ensemble. Donc là, ça leur permet d'avoir l'enregistrement que j'ai préparé pour eux tout de suite, et peuvent travailler leur voix séparément ou avec le touti en entendant les autres dans les oreilles. Mais justement, quand vous chantez en chorale, vous arrivez à vous entendre vous-même? On arrive à dissocier sa propre voix? On peut dissocier sa propre voix, ça va dépendre surtout aussi du nombre. Quand on est 120 sur scène, c'est plus difficile. Ça vous est déjà arrivé? Ça nous est déjà arrivé en 2019 avec la Stadtmusik Dietikon. C'était vraiment sympa avec un grand orchestre de 60 musiciens. Donc là, on s'entend plus personnellement. Là, on fait confiance au groupe et puis on y va en meute, et c'est une sensation mais incroyable.
C'est la masse qui Vous charge. vous habillez vraiment. pareil. Oui, voilà, Ouais, j'adore. on a un petit foulard bleu, on est L'américaine. en blanc et noir, ça c'est vraiment pour les grandes occasions. Puis des fois on utilise aussi des choses plus casual, quand on Oui. est sur des événements un petit peu moins sérieux, on va dire. On était donc aussi plus souvent en petit comité, et là effectivement on s'entend plus. Mais quand on chante en groupe, en chorale, évidemment c'est bien de vérifier un petit peu sa hauteur de voix, un petit peu, mais l'important c'est de chanter en groupe pour le groupe. D'accord. Et pas toujours être focalisé sur soi. D'accord. Donc il faut toujours essayer d'avoir l'oreille dans le groupe. Oui, c'est ça. Moi, au fur et à mesure des années chorales, ce que je peux dire, c'est vraiment apprendre, chanter soi et presque, j'allais dire, oublier ce qu'on chante soi, mais avoir sans arrêt l'oreille sur les autres. Et cet apprentissage-là, c'est bon aussi pour la vie, en fait, pour écouter les autres personnes et puis sans arrêt vérifier que ce qu'on fait correspond à l'ensemble au total. C'est un exercice, ça s'apprend, mais je crois que ça sert aussi dans la vie de tous les jours. Ah oui, pour l'harmonie du foyer. Entre autres, oui. Ou au travail. Ouais, et puis quand on chante, c'est le groupe. On est en groupe, on n'est plus un individu. Et en chorale, c'est quelque chose que je trouve aussi très intéressant pour les enfants, pour apprendre une chanson. C'est beaucoup plus facile d'apprendre en groupe. Il y a l'autre qui va se souvenir d'un mot, l'autre de l'autre. Et plutôt que d'apprendre, par exemple, une poésie tout seul et de la lire ou de la dire face à la classe, ce qu'on connaît, les enfants en chorale, ils se soutiennent et puis ils peuvent compter les uns sur les autres. Et ça, c'est une richesse de comprendre et d'apprendre ça dans le chant choral. En fait. Ah oui, il y a quelque chose de théâtral aussi. Oui. Aussi. Bon, alors tu as parlé des enfants, donc le public, c'est aussi qu'il y a une chorale pour enfants, une autre pour adultes. Oui. On a même 2 chorales pour enfants parce qu'on a un groupe pour les plus petits, entre 4 et 7-8 ans. Et on a 8 à 12 ans. Pour l'instant, ce groupe, 8 à 12 ans, n'existe que au lycée le lycée français. Pardon. Moi, je viens d'un lycée franco-allemand, mais je travaille dans un lycée français. Donc le LFZ. Le LFZ, voilà. On a pour cette rentrée le groupe des 8-12 ans aussi qu'on monte. D'accord, et les horaires à peu près? Alors c'est le mercredi. Karine, toi tu viens avec ta fille, donc tu vas pouvoir nous informer. Oui, le mercredi après-midi. Pour la chorale donc des petits, on va dire les 4-7 ans, c'est à 15h au Studio Brunau, à Brunaustrasse. 25A, si je ne me trompe pas le numéro. Et puis, l'heure d'après, directement, 16h, 17h. Alors, ça se termine un petit peu avant pour les petits, parce qu'on a bien conscience qu'une heure de concentration, c'est pas possible. Donc, ça se termine un petit peu avant, vers moins 10, par là, moins le quart, moins 10. Et les adultes, c'est aussi le mercredi en soirée. C'est ça. Ouais. Bon, je mettrai de toute manière toutes les infos, vous pouvez regarder, mais voilà, que les personnes aient une idée s'ils peuvent se déplacer. Le mercredi, c'est choral, voilà. Voilà, exactement. Et donc pour le chœur francophone, on est à Stadelhofen. On répète dans l'école cantonale, on a une salle de musique là-bas et c'est tous les mercredis soirs à 19h. D'accord, excellent. Donc c'est central. Ouais. Oui, c'est très facile d'accès par les transports en commun. Oui. Donc c'est même pas nécessaire de prendre une voiture. On est à 3 minutes à pied de la gare de Stadelhofen. Excellent. Vu qu'on parlait des enfants, je voulais savoir si, en tant que maman aussi peut-être, ou de ce que vous voyez en tant que chef de chœur, est-ce que vous avez noté un avantage pour eux? Vous sentez que ça a des vertus au-delà du chant? Donc on parlait du social, etc. Est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce qu'ils sont demandeurs de revenir? Alors, je vais répondre à celle-là, parce que Géraldine, c'est la chef de chœur, mais moi, j'ai vraiment testé la chorale d'enfants en tant que maman. Oui. Alors, je vais préciser que je n'ai pas du tout forcé ma fille à y aller. Voilà, justement, parce que les activités... parce que je suis choriste, mais non, je l'ai laissée libre. Après, peut-être qu'elle a été consciemment, inconsciemment influencée par le fait que je chante à la maison, ou qu'elle ait vu 1 ou 2 de mes concerts, mais en tout cas, elle m'a demandé elle-même, mais est-ce qu'il y aurait une chorale pour enfants pour moi? Et ça tombait bien, parce que c'était l'année où Géraldine voulait lancer le projet. Alors je dis, écoute, ça tombe bien. Et puis moi, le projet que Géraldine voulait lancer m'enthousiasmait vraiment. Il y a forcément des chorales, j'allais dire, dans mon quartier, ou là où j'habite, qui seraient plus près pour nous, mais il n'y a pas le concept que Géraldine a derrière. Donc il y a le chant, forcément, c'est une chorale, ils apprennent des morceaux. Il y a aussi, et ça je l'ai découvert en y allant et en voyant ma fille le faire, ce que je n'avais pas envisagé au départ, il y a des exercices de rythmique aussi, donc les enfants développent vraiment le sens du rythme. Il y a une découverte aussi un peu culturelle. Géraldine amène régulièrement un instrument de musique. On elle explique l'histoire. Éventuellement, les enfants peuvent même jouer avec, avoir une sensation. Donc, il y a cette découverte-là.
Alors tout ça, ça fait beaucoup en 45-50 minutes, mais on alterne aussi. Il y a des petits morceaux où les enfants peuvent chanter, ou battre en rythme, ou courir selon l'histoire de la chanson. Donc quand on est parent d'un enfant en bas âge, on sait c'est bien qu'il y ait des petits temps comme ça où ils peuvent se décharger physiquement. Tout ça, c'est l'aspect musical. Et moi, le deuxième aspect qui me plaisait au départ quand je me suis inscrite, c'était vraiment le bilinguisme. Oui. Parce que c'est comme ça qu'on a décidé d'élever ma fille. Moi, je lui parle en français. Mon mari est suisse alémanique, il lui parle en dialecte. Maintenant, elle est à l'école, elle apprend, comme on dit, le bon allemand. Donc, pour nous, c'était vraiment essentiel qu'elle ait toutes les activités qu'on pouvait trouver en bilinguisme. Pour nous, c'était en adéquation avec ce qu'on faisait. Et puis pour la elle. culture d'un pays, c'est aussi la culture des chansons. Mais oui, exactement. Et là, alors, il y a... je ne saurais pas dire si c'est moitié-moitié, mais enfin, c'est très bien réparti. Une partie des chants en français et une partie des chants, c'est surtout du bon allemand. C'est surtout du bon allemand. On a fait un petit Enfin, peu de Hochdeutsch. dialecte en fonction... Ouais, ça dépend des projets. Le tout premier projet qu'on avait monté, c'était avec une autre chorale suisse-allemande que je dirige, avec D'accord. le chœur francophone. Et du coup, eux, ils avaient, avec l'école avec qui on a aussi monté le projet, proposé les enseignants des chants suisse-allemands. Du coup, pour le premier projet, on avait fait des chants en bon allemand, des chants aussi en suisse-allemand et en français. C'est drôle cette expression bon allemand. C'est la première fois que je l'ai sur le podcast. C'est Hochdeutsch, mais C'est comme c'est votre formation. En Romandie. Hein. Ah, Je pourrais pas d'accord, dire, ok. mais, enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends, des romans que je On aime connais. aussi le suisse-allemand. Oui, ah non, bien sûr. Enfin, on ne serait pas là si on n'aimait pas, c'est clair. C'est toujours les termes comme ça de bon, mais en effet, ça doit être employé ailleurs. Hein, vous ne l'avez pas inventé. Ça donne une connotation morale. Alors je pourrais faire Ah ouais, juste. mais je trouve Hochdeutsch aussi. Hein, Oui, Hoch, High voilà, German, c'est élitiste. Pareil, élitiste. le fait que c'est Ouais. vraiment en haut, non. Voilà. On Oui, va de dire toute le manière, dialecte c'est le langue et de la l'allemand. littérature et des penseurs. Mais Alors- en français, on dit aussi en bon français. Oui, Donc, absolument. en fait, c'est tout simplement l'équivalent Oui. pour ce qu'on utilise en standard, quoi. Pour revenir vraiment sur l'aspect bilinguisme, si c'est enrichissant pour les enfants, moi, ce que j'ai vu vraiment en assistant à toutes les répétitions toute l'année, c'est qu'au début de l'année, bon, il y a des enfants qui sont plutôt francophones ou plutôt germanophones quand ils arrivent, voire il y en a, on en avait une, je me souviens, qui ne parlait qu'allemand et pas du tout français quand elle est arrivée. Oui, voilà, justement. Et chez les adultes aussi, ça vous arrive d'avoir des... Oui, Et c'est on ce a des qui- gens ouais. qui sont ni francophones ni germanophones. Ah d'accord, mais c'est excellent. On a des russophones, des kazakhstophones, je ne sais pas si ça se dit. On en a du Maroc aussi, Oui, ouais. qui viennent pour pratiquer en fait leur français. Eh oui. C'est une façon Les sympa Syriens de aussi, on avait développer déjà. leur- Ouais. Ça va tout seul en chantant. Hein. C'est un bon exercice. Hein. Mais les enfants, au début de l'année, quand ils arrivent, j'allais dire, on voit presque des sous-groupes qui se forment. C'est ceux qui parlent plus volontiers le français, puis ceux qui parlent plus volontiers l'allemand. Géraldine, quand elle leur apprend un morceau, alors si c'est un morceau en français, elle va expliquer le texte en allemand. Elle va poser des questions en allemand pour que les francophones qui comprennent le texte puissent expliquer en allemand aux germanophones et que tout le monde comprend bien Mais ce tu qu'on fais chante. du commentaire de texte pour qu'ils aient l'intention, le bon ton. Alors, Oui. alors le Des fois, commentaire oui. de texte, des fois, ouais. Et j'essaye aussi de pas trop en faire parce que le meilleur commentaire, c'est de le faire, en fait. Mhm. Donc si moi, je chante le bon exemple avec le bon ton, le bon caractère de chant, le bon personnage, les enfants vont reprendre tout de suite. C'est pour ça que c'est toujours très important quand on fait les exemples, quand on fait les apprentissages, qu'on ait tout de suite tout qui est là, qui est prêt. Et les enfants, dans la première écoute, ils absorbent tout de suite. Mhm. Donc si à un moment on se trompe sur une note ou on n'a pas fait le bon ton, on sait sûr que c'est ce qui va rester pour toute l'année. D'accord. Donc là, il faut être assez précis sur la préparation, en fait. Il y a du travail en amont. Oui. Et puis, ce qui est super de voir, moi, en tant que maman, au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des répétitions où le groupe se forme vraiment, les enfants finissent, il n'y a plus de sous-groupe, tout le monde s'entend bien, connaît le prénom de tout le monde, et c'est là. Alors, on voit au fur et à mesure que c'est les enfants eux-mêmes qui vont aller expliquer sans qu'on leur pose de questions, ils vont naturellement aller expliquer. Tu as compris ça, toi, dans ta langue? Alors, tu sais, ça veut dire Ah, ça. c'est trop mignon. Et puis au début de l'année, quand on leur pose des questions, c'est vraiment le réflexe automatique. Quand on apprend une langue, en fait, on cherche le synonyme Oui. du mot qu'on a. Et puis si on l'a pas, on est bloqué. Et quand on devient vraiment bilingue, alors je suis pas spécialiste, mais Et j'ai on lu beaucoup de choses parce que conceptualise. ça me passionne. Le cerveau développe des connexions autres. Mhm. On apprend à s'adapter à toutes les situations beaucoup plus qu'un monolingue. Et moi, au fur et à mesure de l'année, je voyais les enfants quand ils n'avaient pas un mot, le synonyme, je veux dire. Alors, ils faisaient tout le détour.
Alors, ils n'ont pas, je sais pas, brosse à dents. Ils vont dire, tu sais, le bâton avec des poils que tu utilises pour nettoyer tes dents, on le voyait faire. Donc, ils utilisaient beaucoup plus les langues. Oui. Et on voyait qu'ils développaient vraiment cette approche de bilinguisme. Moi, j'étais complètement fascinée de voir ça toute l'année. C'était sensationnel. Et cette entraide vraiment qui s'est développée du fait qu'on leur faisait faire le bilinguisme dans le chant, c'était super. Oui, sûrement qu'à l'école, ils n'ont pas cet espace pour parler entre eux, justement. Et là, au sein de la chorale, ils le trouvent. Ça dépend, je pense, des écoles aussi. Hein. En Suisse alémanique, le français arrive assez tard, en tout cas ici, je trouve, à mon goût. Après, le lycée français, ils font dès le kindergarten des groupes bilingues. C'est pour ça que je fais aussi les chorales là-bas. C'est pour ça que le concept les intéresse aussi beaucoup là-bas. Donc, on n'a pas du tout la même tendance en fonction des écoles, quoi. Oui. Moi, je trouve que c'est quelque chose que je déplore un peu au niveau de la politique suisse, c'est qu'on n'encourage pas plus tôt le bilinguisme, sauf dans des écoles qui sont privées. Oui, privées, voilà. Et puis ça ajoute un petit peu de mixité, même sociale, au sein des enfants. Exactement. Voilà, mélanger les groupes. C'est dans le concept du pays, il y a quand même 4 langues officielles. Et il n'y a même pas l'anglais dans ces langues officielles, donc on est sûr qu'il va y en avoir une 5e pas loin, parce que c'est difficile de passer toute une vie sans anglais maintenant. Donc c'est vraiment dans la culture du pays, quoi. Ah, ça, je te suis. Beaucoup plus qu'en France, hein, au niveau de l'école, ça c'est sûr. En tout cas, moi, de mon temps, je n'apprenais pas une 2e langue déjà à 7 ou 8 ans. Non, mais bon, on sait que les Français ne sont pas forcément en tête de file pour les langues étrangères. Après, ça change pas mal, parce qu'en France, on a aussi eu conscience qu'au bout d'un moment, on perd nos racines, on perd nos cultures. Je sais qu'en Occitanie, en Alsace, en Bretagne aussi, il y a de plus en plus d'écoles bilingues, dès le kindergarten, justement, enfin dès la maternelle, pardon. Avec le régionalisme. Justement, pour rattraper le coup, parce qu'on est en train de perdre cette biculture. On est en train de perdre cette biculture. Et de plus en plus, depuis les années 80, on a commencé, je crois, à autoriser ces écoles, et puis aussi où on a commencé à mettre au bac aussi les langues régionales. Oui. Et puis les langues régionales, il fallait leur donner un ordre, une grammaire, les institutionnaliser. C'est ça. Parler aux personnes âgées, justement, à prendre un micro, entendre comment ils parlaient pour tirer des règles. Ouais. Moi, je suis assez sensible à ça. Au niveau du chœur francophone, on a aussi de temps en temps fait des langues régionales. On est un chœur francophone, mais du coup, on soutient aussi toute la francophonie. Donc, on a fait des chansons en réunionnais, des chansons en occitan pour Noël une fois. En alsacien, du coup, toi qui es d'Alsace. Voilà. Bah, c'est marrant, mais celui-là, c'est la vraie langue régionale que je connais pour de vrai. Et c'est celle qu'on n'a pas encore faite. Donc, c'est vrai que pas fait le provençal non plus. Hein. Le provençal, ouais, toi tu pourras nous soutenir là-dessus, Karine, t'es de là-bas. Alors vous n'entendez pas, mais Karine est de Marseille. Oui, ça s'entend pas trop. Ça dépend. Si je me mets en colère, mais là j'ai pas de raison de l'être, on est bien. On va pas te pousser. Bon, peut-être un sujet justement, pas de colère, mais un peu triste. J'aurais aimé ne pas en parler en seconde saison du podcast, mais comment vous avez réagi avec la situation du corona ? Comment vous vous êtes adaptés ? Alors nous, on est déjà en seconde saison de Corona aussi, oui. pour ton seconde saison de podcast. Alors, au début, c'est tout simplement, on arrête de répéter, hein, tout était de toute manière fermé. Puis moi, ça m'a laissé un petit peu de temps au début pour me retourner aussi. Puis il y a beaucoup de réseaux au niveau des chefs de chœur qui sont formés pour essayer de trouver des solutions. Et on a tous beaucoup travaillé ensemble, et puis on se filait les trucs. Et on a commencé à proposer des cours en ligne, des répétitions en ligne. Donc moi, j'avais déjà, heureusement, tout ce système de sonothèque. Donc ça, j'ai pu l'utiliser pour que, quand on se voit, par exemple, sur Zoom, pour travailler ensemble, on peut quand même, chaque choriste, entendre l'ensemble à la maison et chanter. Par contre, moi, j'entendais plus les choristes. À part si vraiment, on fait chanter l'un après l'autre, mais c'est pas le but du truc. Hein. On va pas passer à l'abattoir chacun, c'est pas l'objectif. Il faut qu'on maintienne ce bon vivant, enfin cette bonne humeur qu'on avait. Et ça, c'était pas évident. Donc, je crois que vous rigolez beaucoup, hein, de ce que j'ai compris. Voilà, c'est quand même une des raisons pour laquelle on se retrouve le mercredi soir aussi avec le chœur francophone. Enfin, moi, c'est aussi de passer un bon moment avec des francophones, pouvoir faire des blagues spontanées comme on n'en fait pas en allemand, parce qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu plus longtemps à la blague. Et que vu qu'elle vient
vient d'un francophone, ils comprennent quand même pas tout à fait la blague. Donc là, au moins, ça marche. On se marre bien. Et ouais, garder cette spontanéité sur Zoom, c'était pas évident. Voilà, des fois, on restait un peu plus longtemps, on buvait un verre ensemble. Enfin, Ah ouais, c'était... parce que, en fait, il faut dire qu'avant Corona, on avait un rituel parce qu'on se marre bien, il y a une super ambiance. Mais quand même, on travaille pendant la répétition, on fait nos morceaux. L'un n'empêche pas l'autre. Et on avait pris l'habitude depuis 1 an ou 2, je pense, c'était ça, un mercredi par mois, le premier mercredi du mois, on avait ce qu'on appelle notre Stammtisch, c'est-à-dire post-répétition, on allait boire un verre. au café, du coin, voilà, on allait boire un verre, donc c'était vraiment pour pousser un peu plus, pour avoir plus de temps pour parler de nos vies privées, fédérer un peu plus en dehors de la musique. Oui, j'avoue, des fois, je me suis servi un peu du Stammtisch pour chercher des bénévoles pour telle ou telle chose pour l'association. Et puis, l'année dernière, quand on a commencé avec Zoom, on allait penser que le Stammtisch, c'était pas probable. Mais il fallait penser à Géraldine, qui a toujours des solutions à quasiment tout. Et le premier mercredi du mois, donc là où c'est habituellement notre Stammtisch, à la fin de la répétition, elle a dit « Je vais me chercher ma bière et je reviens et je vous attends ». Et on est tous allés chercher un truc à manger ou à boire et on est resté plus longtemps sur Zoom où en fait, retrouver la chorale en période Corona sur Zoom, c'était super. Surtout le confinement qu'on avait eu en mars 2020. Tout le monde était enfermé chez soi, c'était mais où est-ce qu'on va et tout et tout. Forcément beaucoup d'expatriés, donc beaucoup qui s'inquiètent pour les familles qui sont il fallait vraiment se serrer les coudes. Les frontières fermées, enfin, c'était vraiment mais où va le monde ? Et puis, on avait cet endroit-là où c'était presque comme normal. En tout cas, on voyait du monde. C'était vraiment le moment et prendre des nouvelles social de la semaine. Et puis, avec ce pseudo Stammtisch à la fin, c'est vrai que les premières fois, on n'a parlé que de Corona parce que chacun avait besoin de anxiogène en plus. Comment ça se passe au travail, comment ça se passe à la maison et l'école à la maison. Et au fur et à mesure des mois... Parce qu'on s'habituait aussi à la situation, mais j'allais dire la vie normale reprenait. On a recommencé à parler de nous, de nos familles, de nos enfants. Tu étais malade la semaine dernière, est-ce que ça va ? Alors, c'était pas forcément malade de Corona. Non, il y a d'autres choses. Quoi. Et, après, les répétitions ont pu reprendre ? Alors, en fait, dans un premier temps, on a changé les projets. On avait nos 10 ans à fêter l'année dernière, un grand star, on n'a pas pu le faire. Et du coup, on a quand même eu la chance en Suisse de ne pas avoir les cours individuels qui étaient interdits, contrairement en France où c'était encore plus strict. Donc, ce qu'on a proposé, c'est à la place, mais en plus des répétitions sur Zoom qu'on avait, moi j'ai proposé des cours de chant individuels pour préparer les différents morceaux qu'on a fait en projet commun avec la Fédération des chœurs franco-allemands. D'accord. Donc, on a monté un projet à Noël, on a monté Stille Nacht en français et en allemand, auquel le chœur francophone a participé, les chorales d'enfants au LFZ, les chorales d'enfants franco-allemandes aussi en Allemagne et en France. Et quelques choristes encore de notre groupe des enfants qui n'avaient plus de répète, mais on leur a proposé ça. Ta fille, elle a participé au dernier projet aussi, à Marmotte, qui était le projet Beethoven qu'on a monté après en avril. D'accord. Et donc, moi, j'ai invité les choristes à venir à mon studio pour ou alors préparer leur voix ou alors faire l'enregistrement avec moi. D'accord. Quel boulot. Ouais, c'était compliqué. Oui, ça c'est. Elle a fait beaucoup plus d'heures, je pense, que d'habitude avec une simple répétition. Elle n'a pas compté ses heures du tout. Bon, en tout cas, pour rassurer les personnes qui souhaiteraient devenir membres, en tout cas, déjà, il y a une période d'essai. On a le droit d'essayer une fois. Oui, vous venez, voilà. vous plongez dedans et puis vous voyez si ça vous plaît. Après, on devient membre de l'asso et on peut bénéficier de la chorale. Et pour les rassurer, même en ce moment, il y a des chorales qui ont lieu. Oui, mais dans le respect des règles. Voilà. Définitivement, oui. Pour l'instant, au niveau de la réglementation, on a la distance minimum à respecter pour pouvoir chanter sans masque. Il y a même du plein air. Voilà, ce soir on est en plein air par exemple, on en profite encore qu'il fasse beau. Super. Et puis les fenêtres de la salle sont ouvertes, bon, sauf s'il y a un orage. Oui. Torrentiel, mais dès qu'on peut ouvrir aussi, on aère, parce que c'est aussi un facteur qui aide quand on est en groupe, quoi. On veut vraiment faire le plus possible normal, mais respecter les règles. Ça. Je comprends, pas que oui. Quelqu'un prenne un risque chez nous, c'est pas du tout l'idée. Bon, moi, j'ai jamais participé à une chorale, donc je suis pas du tout initiée, mais je voulais savoir quel bonheur vous trouviez
à chanter en groupe? Est-ce que vous trouvez de la créativité, même si la chanson est déjà écrite et même si vous devez vous adapter aux autres? Est-ce qu'il y a un aspect créatif pour vous? Voilà, est-ce que vous appréciez? Je vais me répéter, hein. Moi, j'ai fait plusieurs chorales déjà avant. Il y a quand même, j'allais dire, presque des morceaux, allez, on va dire, limite incontournables dans la culture francophone. J'ai fait quasiment dans toutes mes chorales. Lequel, par exemple? Belle qui tient ma vie. Tourdion. Le Tourdion. Oui, le Tourdion, je crois que je l'ai fait dans toutes mes chorales. Les Champs-Élysées, non? Oui, dans certaines, pas toutes. Tourdion, je pense qu'il y a vraiment que dans la chorale de collège que je ne l'ai pas fait. Parce que c'est quand même une chanson qui invite à boire. Alors, on se trouve dans une chorale et je me dis, ben voilà, on va faire Tourdion. Et là, pour le coup, je l'ai fait dans tellement de chorales et je connais toutes les voix différentes parce que je l'ai entendu tellement d'heures. Je me dis, mais c'est pas grave parce que j'aime chanter par-dessus tout, j'aime la sensation, j'aime oxygéner, j'aime entendre les autres voix, j'aime entendre l'harmonie, repérer une note dans une autre voix que la mienne et dire, c'est maintenant que je pars, c'est les choses que j'aime. Passionné, hein. Et puis finalement, chaque chef de chœur est différent. Et Géraldine, elle amène toujours un truc différent et je redécouvre des morceaux que j'ai déjà fait ailleurs, donc je m'ennuie pas, en fait, jamais. Génial, bravo Géraldine. Merci. Mais c'est vrai, on peut faire un morceau. Moi, j'ai déjà fait aussi différentes pièces avec différents chefs. Et puis à chaque fois, on redécouvre la pièce parce que chaque chef va dire ok, moi, il y a ça qui est important pour moi, et puis ça, on va le faire comme ça. Puis tel truc, on va faire un autre tempo, ça va être plus marrant et tout ça. Donc en fait, la créativité, elle est à chaque fois chaque chef propose quelque chose de différent. Donc on s'ennuie jamais de toute manière. Et moi, ce que je trouve intéressant avec le concept de la fédération des chœurs franco-allemands, c'est que justement, en plus, on permet cet échange entre chorales. Et du coup, on est amené à pouvoir travailler avec des autres chefs, à monter des projets ensemble. Là, le projet Marmotte qu'on a fait en vidéo à cause du Covid, on était 7 chefs de chœur à travailler dessus, entre Hambourg, Avignon... on a vraiment travaillé sur les différents webinaires qu'on a fait pour que les choristes travaillent les différents morceaux et les différentes parties. Donc c'était vraiment un enrichissement aussi moi de mon côté d'être dans la fédération, et puis pour les choristes de pouvoir assister à un webinaire où ils rencontrent maintenant des autres choristes aussi tout d'un coup que ceux qu'ils connaissent au chœur francophone. Et de pouvoir travailler ensemble et de voir après ce résultat d'un chœur qui sonnait magnifiquement bien, il faut dire ce qui est. Projet Marmotte, on avait même des choristes africains. Il y avait des gens du Congo, du Sénégal qui ont participé. Donc c'était incroyable au niveau de la taille du projet. Et d'avoir un truc où on a des gens qui chantent en français et en allemand. Il y avait des Polonais, il y avait... incroyable, et ça sonne super bien en bon allemand, en bon français. c'est un super travail. Donc vous œuvrez vraiment pour l'amitié entre les peuples et pas seulement franco-allemand. C'est l'objectif, ouais, c'est l'objectif. Super. Bravo, vraiment. Parce que cet exemple quand même qu'on a en Europe, cette construction de l'amitié franco-allemande qui construit l'Europe, moi je trouve que c'est un engagement pour la paix dans le monde. Pour l'amitié entre les peuples, c'est un exemple formidable. Se dire, ok, un jour on s'est tiré dessus. L'Allemand dit lui-même, pour la prochaine guerre, on a chanté ensemble, si je suis obligée de tirer, je te tirerai dans le pied. Cette manière, cette manière d'aborder les choses, si un jour il y a un nouveau conflit, en tout cas on fera tout pour pas se faire du mal. Oui, en fait, leur amitié, pour moi, ça sonnait la fin des conflits en Europe. C'est ça. Ouais. Grosso modo, donc espérons que ça dure. Et connaître l'autre culture, c'est déjà ne pas la haïr. Absolument. J'aimerais passer à un aspect plus personnel aussi de l'interview, un petit peu mieux vous connaître, parce que j'ai annoncé des personnalités très riches. Mais il y a encore un dernier point, c'est la technique de chant. Moi, je ne m'y connais pas particulièrement, mais ça m'intéresse énormément, justement, quels aspects techniques vous travaillez, quels bienfaits, peut-être sur la santé, ça peut amener. J'imagine qu'on a une meilleure posture, une meilleure conscience de soi. Puis voilà, rien qu'à t'entendre parler, Géraldine, on sent que t'es grounded, comme on dit en anglais. T'es vraiment posée, c'est hyper agréable. Merci pour ce compliment, en tout cas, Jenny. Ça a bien passé dans le podcast, je suis ravie. C'est sympa d'entendre ça. C'est sûr que quand on travaille le chant, on doit faire attention à sa posture parce que l'instrument, c'est soi. Donc en fonction de mon port de tête, de mon port du torse, la cage thoracique, comment je me tiens sur mes jambes, comment je serre les genoux ou pas, tout va avoir une influence sur la voix.
Et moi, je l'ai bien vécu parce que quand je faisais mes études de chant au conservatoire à Strasbourg, moi j'ai eu d'énormes problèmes vocaux, je perdais ma voix, enfin c'était une catastrophe. D'accord. Et j'ai eu la chance d'avoir comme prof Malcolm Walker, qui est un baryton qui a chanté à l'Opéra de Paris et qui était en train de faire une formation pour devenir professeur de technique Alexander. Alors, c'était quoi la technique Alexander ? Moi je connaissais pas. Et puis j'ai découvert ça, le travail sur la posture, le simple fait qu'ils mettent les mains un petit peu à certains endroits pour me faire prendre conscience que là, j'étais voûtée, ou là, je tenais ma tête trop en avant ou trop en arrière. Ça a tout de suite libéré certaines tensions et tout de suite, je sentais la voix qui changeait, clac. Et c'était une liberté. T'as plus perdu ta voix ? Non. Alors depuis, voilà. Donc moi, ça m'a totalement encouragée à faire la formation aussi. Quand j'étais après le conservatoire, quand j'ai eu mes diplômes, je suis tout de suite direct allée faire encore cette formation-là, qui dure 3 ans quand même. Et puis, je suis devenue aussi prof de technique Alexander. Ce qui fait que moi, avec les choristes, je travaille non seulement tout simplement la pose de voix, mais je fais aussi assez attention à ce qu'ils se rendent compte comment ils se tiennent, comment ils chantent, comment est leur port de voix, comment ils articulent au niveau de la langue, de la bouche. Ouais, tout ça, c'est des détails, mais qui forment le son, qui créent une uniformité aussi. Si tout le monde ne fait pas le même « oh » avec la même rondeur de bouche, on ne va pas avoir un son qui est au niveau de la hauteur, au niveau de la justesse, au niveau de la rondeur, qui va être pareil, quoi. Et l'articulation, c'est important Très aussi. important. Et donc, comment t'es tombée dans la marmite des chorales, du chant ? Alors moi, c'est comme Karine, quand j'étais petite. Je crois que moi, c'était même encore plus petite. Moi, c'était à 7 ans. Il y avait une chorale dans l'église de ma mère, une chorale d'enfants. Et puis, moi, ça me faisait rêver d'entendre. Déjà, d'abord, il faut les entendre. Un jour, on a entendu une chorale. Et même quand on chante dedans aussi, un jour, on se prend le son en plein dans le corps, je dirais. C'est pas seulement les oreilles, c'est surtout quand il y a encore des hommes en plus, c'est quelque chose qui vous prend avec les basses, dans les tripes et tout. Enfin, c'est quelque chose qu'on sent sur les poils, quoi. Et puis quand on a vécu ça, on se dit moi aussi je vais être dedans et vivre ça et sentir cette sensation où on est comme, moi je dis des fois on est comme sur la limate, on se laisse porter, quoi. Si t'apprends à nager sur un fleuve qui t'emmène, c'est vachement plus facile que si tu dois juste te maintenir debout tout seul, quoi. Et une chorale, c'est ça, on est dans un flux et on chante et en même temps on est porté par la voix des autres. Voilà, et du coup à 7 ans, moi j'ai voulu rentrer et puis j'ai fait une audition pour chanter dans la chorale d'enfants. J'ai pas été prise. Et c'était le drame, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement fait de tout ce qu'il fallait faire, qu'au final, ma mère, elle a convaincu le chef de chœur de me prendre quand même. Et pendant quelques années, j'ai eu le droit d'être dedans, de faire les apprentissages en entendant Géraldine un peu moins fort. Et bon, je faisais du piano en même temps, j'apprenais le piano, donc l'oreille s'est formée. La voix s'est formée aussi, j'ai arrêté de brailler, j'ai commencé à chanter. Et puis au bout d'un moment, c'était bon, quoi. Ça marchait. Génial. Mais ouais, j'ai fait le conservatoire, et même au conservatoire, je commençais à perdre ma voix, donc on s'améliore toute sa vie, en fait, et on apprend de ses erreurs au fur et à mesure, on éduque la voix. Ouais, t'as une meilleure connaissance de toi, en général. Toi aussi, Karine, alors t'as commencé petite ? Alors moi, j'ai commencé à 11 ans. D'accord. C'était au collège, c'était ma prof de musique. À l'époque, il y avait les cours de musique, qui avait vu que finalement le chant, c'était la partie de son cours que je préférais. Les exercices de flûte, c'était la catastrophe. Je pense que ma mère est traumatisée d'heures entières de répétition, de morceaux de flûte classique que je répétais à la maison pour essayer d'avoir la meilleure note possible à l'école. Et puis je tremblais tellement quand je devais jouer de la flûte toute seule devant tout le monde. Je lâchais la flûte, limite. Moi, je suis une grande timide, j'étais terrifiée de parler seule en public. Et le chant choral, ça m'a bien aidée aussi pour ça. Et donc, cette très gentille professeure m'a dit « t'aimes bien le chant et moi, je veux créer une chorale au collège. Alors, viens. » Puis, j'ai aimé ça. J'arrivais à me produire devant les gens, faire un spectacle. Il y avait peut-être 50 ou 100 personnes en France, mais je n'étais pas toute seule. Et ça, au début, j'étais morte de trouille, mais j'arrivais à le faire parce que j'étais pas toute seule. C'est vraiment l'idée de la chorale. Et puis j'ai découvert vraiment le plaisir de chanter. Quand tu chantes vraiment, tu apprends la respiration par le ventre, bien placée, les résonateurs,
l'oxygénation que tu amènes, qui est finalement aussi physique à la fin qu'un vrai sport. Et moi, vous avez des bons abdos. Ça peut, un peu moins depuis que j'ai accouché, mais avant, à une époque, j'ai de très bons abdos à cause de la chorale. Oui, ça c'est vrai. Donc j'ai aimé tout ça, j'ai aimé ces sensations, limite l'ivresse de s'oxygéner à fond quand tu as un vrai atelier de chant choral pendant 3-4 heures. Ça a été hilar à la fin d'oxygénation. J'ai aimé ça, j'ai aimé découvrir tout un tas de musique. Et puis, j'en suis plus jamais vraiment partie de temps en temps, 2-3 ans, parce que j'avais pas de chorale à ce moment-là, parce que j'avais trop de travail à faire. Et puis quand je suis arrivée en Suisse, à Berne, de suite, j'ai cherché une chorale qui m'a pas trop plu, mais j'y allais parce que j'aimais chanter. Oui, voilà. Puis, pour garder l'entraînement. Vraiment, il y a des chorales où je suis allée, soit l'ambiance était bien, soit j'aimais vraiment ce qu'on chantait, soit alors c'était des chorales, j'allais dire, un peu de défi, où je sentais que j'étais pas vraiment au niveau, c'était des chorales semi-professionnelles, puis j'essayais de m'améliorer. Et puis, chorales dans lesquelles il faut un examen d'entrée, etc., contrairement à la vôtre. Hein. Voilà. Il y a des chorales où il faut auditionner, où vous êtes pris si vous avez le niveau, en gros, quoi. Moi, dès le début, quand j'ai créé le chœur francophone, je me suis dit, dans un premier temps, je veux que ce soit aussi un aspect social, pour qu'on puisse se retrouver sans se prendre la tête. Et du coup, n'importe qui peut venir. Bon, vraiment, n'importe qui. On a eu de tout. Mais comme dit, avec le groupe, on peut soutenir n'importe qui, quoi. Et puis, il y a vraiment cette spécificité, enfin, il y a plusieurs spécificités chez toi, je peux le dire, justement parce que j'ai l'expérience de plusieurs chorales. Il y a toute cette sonothèque. C'est un travail monstrueux que tu fais d'enregistrer toutes les voix sur tous les morceaux. Moi, à chaque fois, je suis scotchée de ça. Mais ça permet, voilà, comme on disait tout à l'heure, s'il y a un moment où on doit s'absenter pour le travail, les enfants sont malades ou des choses comme ça, on rate pas tout parce que on peut quand même réécouter les morceaux et les travailler chez soi. Ou pour ceux qui ils se sentiraient à la traîne, alors on donne pas du tout cette sensation-là aux répétitions, mais s'il y en a qui veulent, eux, travailler chez eux et s'améliorer, ils ont cette possibilité avec la sonothèque. L'autre truc que je trouve vraiment, mais ça tu en as bien parlé, mais moi je trouve vraiment que c'est exceptionnel chez toi, c'est le travail qui est fait sur le corps et sur la voix et sur le souffle. Il y a un vrai échauffement. Si jamais il y a des choristes qui écoutent ton podcast, il y a un vrai échauffement dans cette chorale. J'ai eu aussi des chorales où on arrivait et on démarrait et on ne s'échauffait pas. L'été, ça peut aller, mais l'hiver, c'est très, très violent selon la voix qu'on a. J'imagine. Et ça, j'aimais pas parce que j'avais justement envie de garder ma voix toute ma vie, quoi. Hein. Bon, allez, on parle de vous un petit peu. Karine, tu veux commencer ? Donc, on a entendu que tu étais à l'ETH, on sent le background scientifique. Mais si tu veux nous raconter, tu as plein d'autres activités. Tu es une grande créative, hein ? C'est gentil. Oui, je suis un peu, je crois, ce qu'on appelle une droguée du travail. Donc, moi, je viens de France, d'à côté de Marseille, ça tu l'as dit. Et oui, effectivement, on n'entend presque plus mon accent ici, c'est par mimétisme. J'ai fait mes études et ma thèse donc à l'université d'Aix-Marseille en physico-chimie moléculaire organique. Voilà, ça y est, c'est dit, hein, on n'en parle plus. Et puis, je suis venue en Suisse sur les recommandations d'un collègue pendant ma thèse pour faire ce qu'on appelle un postdoc, hein, donc pour pousser au-delà de la thèse, chercher à faire un poste après d'enseignant ou de chercheur. Qui, lui, revenait d'un postdoc en Suisse et qui m'avait dit « Ah, mais toi, vu ton caractère, ta mentalité, la Suisse, c'est fait pour toi. Tu vas voir, ils sont organisés, ils sont carrés, ils suivent les règles. C'est pour toi, c'est pour toi. » Non, tu n'es pas venue pour un homme. Non, je ne suis pas venue pour un homme. Je l'ai rencontré sur place. C'est le gag, parce que quand je suis partie de France, moi, j'ai vraiment partie dans l'idée, je pars pour 1 an de postdoc, je reviens et j'ai mon poste. Hein, il se débloquait un poste 1 an plus tard. J'avais le profil pour... Ils me connaissaient, ils voulaient que je revienne, je voulais revenir, donc c'était juste parfait. Et c'était juste acquérir une expérience supplémentaire qu'il n'y avait pas dans ce groupe de travail et donc que j'allais ramener et développer chez eux. Et puis, alors j'ai commencé à Berne, donc j'étais déjà en Suisse alémanique. Je pense que c'est peut-être plus modéré qu'à Zurich. Enfin, il y a plus de communautés francophones peut-être ici, mais les Bernois eux-mêmes adorent parler français. D'accord. Donc moi, je suis arrivée avec mon allemand au début, et pas le dialecte, et ils n'aiment pas parler allemand là-bas. D'accord, ils préféraient te parler en français. Français à moi. Ouais, je progresse pas du tout en allemand finalement chez vous. Par contre, tous les moments, les barbecues, les repas, voilà. Là c'était en dialecte. T'étais conviée au moins. C'était en dialecte et du coup j'ai entendu beaucoup de dialectes et puis j'ai appris le dialecte en comparant par rapport à ce que je connaissais de l'allemand. Voilà, donc je me suis immergée comme ça. Et puis je suis tombée vraiment amoureuse de la ville,
du pays, du climat, de la façon de vivre. Berne, c'est quand même assez différent de Zurich encore. Hein. C'est plus petite ville, à mon sens. Et puis, j'ai prolongé d'1 an, ce qui allait bien aussi avec l'endroit où je voulais retourner, parce qu'eux voulaient débloquer le poste 1 an plus tard. Et puis, en courant de 2e année, j'ai dit, bon, il faut être honnête là, quelque part. Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner ou pas ? Et j'ai pensé, pour la qualité de vie, non, je reste ici. Alors, c'était dur à prendre comme décision, parce qu'il faut dire à la famille, je vais rester. Et puis, sur le lieu de travail aussi, mais bon, ils ont accepté. Et c'est à partir de là que celui qui est maintenant mon mari s'est manifesté. Quand il a su que je restais, il a dit, bon, ben alors, ça tombe bien, parce que moi, j'aimerais vraiment commencer quelque chose avec toi. Et c'est hyper respectueux qu'il a attendu ta décision à toi. Et... Oui, peut-être qu'il ne voulait pas se brûler les ailes, je ne sais pas. Ouais. Mais pour dire que c'était vraiment un choix personnel, et c'était pas... Je sais que ce n'est pas la majorité, mais je n'ai pas suivi mon conjoint. Non. Et tu as d'abord eu un coup de cœur pour la région, donc tu sais que tu y es bien. C'est vraiment pour moi d'abord. Et après, c'était plus pratique, c'est sûr. Mon conjoint était là. Et une fois qu'on était mariés et qu'on a eu ma fille, là pour ma fille, ça me semble vraiment mieux de la faire grandir ici. La qualité de vie est meilleure ici qu'en France, même si j'adore la France. Oui. Et là, tu as eu ta fille, encore un nouveau virage. C'est à ce moment-là que tu as créé ton activité Oui, alors voilà, Alors en fait, j'ai travaillé à l'université de Berne 2 ans. Après, j'ai travaillé à l'ETH pendant 12 ans. Oui, ça fait beaucoup. Merci. Un cycle. Je sais, j'ai plus que 25 ans. Non, on est impressionnés. Donc là, c'était pour obtenir ce qu'on appelle l'habilitation à diriger des recherches. Donc c'est pour soit avoir un poste de professeur plus tard ou des choses comme ça. Donc j'étais très motivée pour devenir professeure en Suisse. Il n'y en avait pas beaucoup, voire pas du tout dans mon domaine. Et puis, après, l'horloge biologique tourne, l'envie de faire des enfants. Donc, j'ai eu ma fille, j'ai commencé à essayer de combiner les deux, c'était pas évident. Et moi, j'ai choisi de passer vraiment plus de temps pour ma fille. Je voulais pas rater ces premières années, donc j'ai réduit mon activité à l'université à 60%, puis 40%, puis 20%. D'accord. Et là, à ce pourcentage-là, c'est clair que je peux pas devenir non, prof. Au niveau carrière. Et puis, quand elle a eu 2 ans, et qu'on faisait les allers-retours encore à l'ETH, puisqu'elle était à la crèche de l'ETH, j'ai commencé à lui fabriquer des jouets pour l'occuper dans le train, parce qu'elle avait 1 heure et quart de train, du coup, tous les matins et tous les soirs, enfin les soirs ou les jours où on y allait. Et j'ai rien trouvé, en fait, qui me convenait pour ce que je voulais. Donc, je me suis dit, allez, je sais pas coudre, mais je vais essayer un truc, ça sera un peu pourri, mais c'est pas grave, ça sera pour nous. Et puis, ça m'a plu de faire quelque chose avec mes mains, sérieusement, autre que mes manipulations de laboratoire. Et au fur et à mesure, j'avais plein de gens dans le train qui réagissaient à ce que ma fille avait comme jouet, en fait, qui m'ont dit, mais moi aussi, il me faudrait ça, mais c'est tellement pratique. Alors, c'est quel type de jouet ? Je t'interromps, donc on entend tricoter, crochetage. Ouais, voilà, il y a de la couture, surtout à la base, et puis maintenant, je rajoute très volontiers du crochet, puis maintenant, ça se développe aussi sur des kits à télécharger qu'on peut imprimer chez soi aussi. C'est bien aussi en période pandémie, on va dire. Ça s'appelle Titoudou. Ça s'appelle Titoudou, oui. Ma marque, c'est Titoudou. Voilà, c'était un hobby au départ, puis maintenant, ça se professionnalise vraiment. Donc, je crée, à mon sens à moi, c'est plus qu'un jouet, parce que j'essaie d'y mettre des fonctions derrière. Donc, il y a toujours un aspect éducatif. Moi, j'ai toujours créé des choses pour ma fille à la base en pensant... j'ai un problème, par exemple, pour l'endormissement, la gestion des émotions. Ma fille est une très, très grande sensible. Donc, j'ai cherché des choses pour parler des émotions, les expliquer, les visualiser, les verbaliser. Tout ce que tu peux imaginer sur les émotions. Donc, c'était vraiment des outils ludiques, éducatifs. Et puis, pour moi, à la base, j'ai rajouté un aspect pratique. Donc, c'était petit, compact, léger. Ça se glissait dans mon sac à main. C'était l'idée du train ou d'une salle d'attente, par exemple. Et puis j'ai gardé ça parce que ça me plaît, parce que je trouve que c'est pas facile d'être maman et active, alors que ce soit un travail à l'extérieur ou active juste à s'occuper de ses enfants à la maison, c'est déjà un travail sacrément important. Je trouve qu'on est beaucoup jugé d'une manière générale, et donc j'essaie de trouver des choses pour faciliter la vie. Ouais. Bravo. Comment tu arrives à développer son activité ? Est-ce que tu penses qu'être ici, ça te propulse ? Ou au contraire, en France, ça aurait été plus facile peut-être ? Est-ce que tu as ces réflexions ?
Alors au tout début, je dirais, j'ai participé à un programme en fait justement pour créer un magasin en ligne. Et c'était un programme qui était fait en France, mais c'était en ligne. D'accord. Donc moi j'ai dit je suis française, je suis juste expatriée, il n'y avait aucun problème pour que je m'inscrive. Donc mon marché au début il était 90% ou 90% de France. Et puis au fur et à mesure du fait que mes comptes ou mes réseaux sociaux sont surtout en français, ça s'est très vite développé aussi en Suisse romande. Je pense que maintenant j'ai plus de la moitié de mon marché qui est en Suisse romande en fait. Et puis maintenant ça se développe lentement en Suisse alémanique. Il fallait que je prenne aussi, je pense, confiance en moi pour aller vendre dans des boutiques aussi en Suisse alémanique ou faire un marché. Par exemple un marché de Noël et expliquer mon concept en allemand ou en suisse alémanique, c'était une étape de plus dans ma tête qu'il fallait faire. Donc maintenant, ça va, puis ça va se développer. Et tu crées chaque objet toi-même? Oui, pour l'instant, oui. D'accord. Bon, j'ai bien un projet de fou d'engager des mamans à terme, mais il faut faire grossir encore un peu le chiffre d'affaires. Je comprends. Merci beaucoup, Karine. Géraldine, quant à toi, on a entendu donc que tu as une formation solide en chant, etc. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, ton parcours? Oui, alors comme tu as dit, j'étais au conservatoire, moi j'étais à Strasbourg. J'ai fait aussi la fac de musicologie jusqu'à la licence. J'ai fait ces deux choses en parallèle. Et puis moi j'ai eu ma médaille d'or au conservatoire en chant jazz et musique improvisée. Et puis à côté je faisais encore le chant classique, mais là je ne suis pas allée jusqu'à la médaille parce qu'au bout d'un moment, 2 cursus d'affilée, ça faisait trop, et puis j'avais commencé la technique avec Sander, quoi. D'accord. Et après, voilà, moi j'ai suivi mon compagnon. En fait, la sœur de mon compagnon elle est toujours chef de chœur aussi. D'accord. Elle était au conservatoire avec moi. Vous vous êtes rencontrés comme ça? Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis au début, on était en Alsace, mon compagnon et moi. Et lui, il était indépendant. Il avait connu Zurich avant qu'on se connaisse. Il avait déjà travaillé ici. Et il avait eu un bon souvenir de comment est la vie ici et les opportunités de travail. Et puis, ça faisait 5 ans qu'il était indépendant en France quand on s'est connus. Et je crois qu'il en avait marre d'être tout seul à la maison sur un ordinateur. Et en fait, il a eu des opportunités suite à ses contacts qu'il avait encore à Zurich. Et du coup, on est parti pour Zurich. Et toi, comment tu t'es réadaptée, du coup, parce que tu avais atteint un certain niveau en France? Ouais, c'est ça. J'ai travaillé déjà dans des écoles de musique en Alsace, dans différentes communes, dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin. Et dans le monde de la musique, on vous engage parce qu'on vous connaît. Moins sur les diplômes, en fait. Même si ça compte aussi. Et puis ici, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à essayer de postuler, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les bons diplômes pour pouvoir travailler en école de musique. Et puis toutes les activités enfantines que j'avais dans les écoles de musique françaises, je pouvais pas les continuer ici. Donc dans un premier temps, j'ai travaillé tout simplement avec ma voix. J'étais dans un ensemble a cappella, un quartet. J'ai travaillé pendant 3 ans sur différents projets, donc j'ai fait différentes scènes en Suisse. Et puis, comme ça, j'ai commencé à être un petit peu connue dans le monde de la voix, a cappella et chorale, en Suisse alémanique en tout cas. Et j'ai commencé à avoir des demandes pour diriger des ensembles, vu que je dirigeais cet ensemble a cappella. Et j'ai fait des auditions, c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc on va voir une chorale, on dirige une répète, la chorale vote après quel chef ils veulent élire. Et j'ai eu la chance qu'à chaque fois, j'ai été prise. C'est peut-être pas que de la chance, le mérite. Bon, voilà, je crois que mon profil aussi les intéressait souvent parce que ce côté bilingue aussi, je suis francophone, mais j'ai fait mes études en Allemagne, au lycée franco-allemand à Freiburg. Donc je parle l'allemand, le bon allemand, on va dire presque comme une bilingue native allemande. Et puis je fais du jazz et de la musique improvisée, donc j'ai pas fait que du classique, et ça plaisait souvent aussi au niveau de la richesse de mon profil. Ce qui fait que j'ai dirigé une chorale jazz pendant 10 ans à Wettingen. Je dirige toujours encore aussi le chœur ad hoc à Urdorf. D'accord. Et puis après, j'ai créé le chœur francophone il y a 10 ans, quoi.
Ouais, vous êtes bien Voilà. occupées, mesdames. Tu nous parles de ton studio Brunau aussi. Voilà, entre alors autres. le studio, c'est là où j'ai commencé le chœur francophone au début. Je sous-louais ce studio. Et puis j'avais besoin d'un endroit où je puisse aussi faire mes cours de chant et de technique Alexander. Donc c'était parfait au niveau du lieu, c'était assez grand pour pouvoir avoir un groupe et puis pas trop grand non plus pour pouvoir donner des cours individuels. Et au fur et à mesure, en fait, le principal responsable de ce lieu, en fait, qui donnait des cours de Feldenkrais, lui, il est parti à la retraite. Et du coup, moi, j'ai repris le lieu, tout simplement. D'accord. Donc Excellent. toujours encore, maintenant, j'ai le groupe de départ. Il y a encore des autres personnes qui travaillent là-bas, qui sous-louaient aussi comme moi à l'époque, donc qui font de la thérapie respiratoire, du tai chi. Là, on a des cours de danse aussi pour tous les âges. Et aussi de la thérapie par la voix. J'ai une collègue qui fait de la thérapie par la voix. Et moi, je fais de la technique Alexander avec encore une autre amie aussi qui fait aussi de la technique Alexander là-bas. Super, merci Voilà. beaucoup. C'est mon quartier, donc ça m'arrange. Ouais, on n'est pas loin. Est-ce que vous avez un conseil à donner à des nouveaux arrivants pour leur intégration, leur adaptation? Vous qui êtes quand même heureuse ici, tu parlais de ton coup de cœur, Karine. Alors, moi, je veux me lancer un petit peu là-dessus. Au début, je faisais encore ma formation de technique Alexander. Je l'ai commencé en Allemagne, je l'ai fini ici. Et ici, j'étais en plus dans une école où ils parlaient essentiellement l'anglais. C'était un couple suisse anglais, mais les cours étaient beaucoup en anglais parce que Alexander, c'était un anglais. Australien, mais bon, anglais après. Et j'entendais presque pas de suisse allemand. Je me suis dit, mince, enfin, je parle très bien allemand, mais j'ai tout de suite senti au début, je cherchais un appart et tout. Et puis venant du lycée franco-allemand, les gens, ils croyaient que j'étais allemande au début. D'accord. Donc ils étaient mais antipathiques, mais au possible. Ah oui. Et puis un jour, je Ils me aiment suis moins rendu les Allemands compte... que les Français? Ah ouais, non. Ils aiment pas les Allemands ici. Hein. Et en fait, au début, quand je cherchais un appart, j'allais manger à la Migros, par exemple. Je cherchais les petites annonces. Et il y avait pas mal de personnes âgées aussi qui vont manger là-bas. Et du coup, moi, on tchatche et tout. Et un jour, il y en a un qui me fait mais vous avez quand même un petit accent mais vous n'êtes pas allemande? Et je fais non, je suis française. Et alors là, le soleil, ça fait plaisir cette histoire. Visage. Et je me suis dit, mais c'est pour ça que tout le monde fait la tronche, en fait, ils croient que je suis allemande. Et dès que je parle... Donc j'ai arrêté d'avoir un bon accent allemand quand je parlais l'allemand. Comme ça, ils entendaient tout de suite que j'étais pas allemande. J'ai arrêté de faire des efforts, en fait. Hein. Et tout de suite, surtout les personnes plus âgées, ils étaient tout contents de pouvoir pratiquer leur français, comme tu disais à Berne, en fait. Hein, et tout de suite, ils sont beaucoup plus avenants. Ils sont enchantés d'en rencontrer des francophones. C'est générationnel, et c'était totalement une autre ambiance, tout de suite, les contacts avec les gens. Et là, du fil en aiguille, après, quand on a trouvé un appart et tout ça, je me suis dit, je vais essayer de me plonger dedans. Et du coup, j'ai fait du bénévolat dans un genre de SPA local. C'est une bonne idée, le bénévolat. Voilà. Ça, c'est ton conseil. Ouais, moi, j'ai trouvé ça super. Au début, surtout, quand on a encore aussi un petit peu le temps. Moi, j'avais pas encore d'enfants à ce moment-là. Moi, je trouve c'est bien, surtout des associations, mais vraiment hyper locales, où tu es sûr qu'il y aura personne qui va parler le bon allemand, peut-être, avec pas un accent suisse allemand arraché au couteau, et coupé au couteau, pardon. Et du coup, moi, ça m'a totalement immergée. Et c'est comme ça que j'ai appris le suisse allemand au début. Alors évidemment, je viens d'Alsace, donc c'était pas totalement inconnu le dialecte. Je parle l'alsacien, mais ouais, c'est quand même... voilà, toi, Karine, t'as dit tout à l'heure, tu t'es basée sur ton allemand pour pouvoir un petit peu apprendre. Moi, j'ai fait pareil, hein, j'ai fait un mix entre mon alsacien, mon allemand... Et puis voilà. Oui, puis ça vient comme ça vient. Ça vient comme ça vient. Et puis de toute manière, moi, ce que je trouve aussi intéressant avec le suisse allemand, c'est que chaque région, chaque même patelin a sa propre manière de parler. Comme en Alsace aussi, on a chaque village qui a son alsacien. Donc on se prend pas la tête, en fait. Chacun parle à sa manière et puis on se comprend quand même. C'est ça qui est formidable, en fait. Très joli. Toi, Karine, t'as un conseil ? Ceux qui nous rejoignent ici. Alors, je suis d'accord, hein. Je l'ai dit déjà tout à l'heure pour Berne, c'était clair. Moi, quand j'allais dans les magasins, si je parlais bon allemand, ça passait pas très bien. On me répondait sèchement, on va dire, à Berne.
Et puis après, quand on entendait mon accent français qui ressortait, ah, mais attendez, mais on va le faire en français. Et du coup, ils demandent d'où on vient. Mais c'est super que vous essayiez de parler la langue. Ou après, quand j'essayais de parler le dialecte, à Berne, ils étaient très, très enthousiastes que j'essaye. Au début, on entendait vraiment bien mon accent français au milieu du dialecte. Maintenant, ça passe un peu inaperçu des fois. Donc, faut pas hésiter. Pas forcément, j'allais dire... envoyer du français de suite, essayer de se faire comprendre. Mais il y a plein de gens qui sont d'accord pour parler français de façon très enthousiaste. Ils vont dire « Ah, mais comme ça, je m'entraîne, ça me rappelle des choses. » Et puis, c'est drôle, je pose cette question et vous répondez toutes les deux par le biais de la langue. La question de l'adaptation, comment se sentir bien ici, c'est intéressant. Vous voyez, c'est vraiment un gros morceau, grosse ch'touk. Ouais, sinon, vraiment, pour bien m'intégrer, comprendre le pays, moi, au tout début, du fait que je connaissais personne, j'avais pas d'attache, j'avais pas de famille, j'avais pas de conjoint non plus. Moi, j'avais pris un abonnement général et tous les week-ends, je partais dans une ville différente de suite. J'étais un vrai globe-trotteur la première année, j'ai fait plein de choses. Maintenant, je suis plus du tout touriste, j'ai plus le temps, j'ai ma fille. Mais sinon, je suis allée visiter un peu tout, aller faire une petite balade ou même des choses pour touristes. Alors, c'est clair qu'on va avoir des touristes là-bas, mais quand même, on découvre un peu des choses de Suisse. Et puis, je sais pas si on fait une randonnée ou si on va jusqu'à la Jungfraujoch, parce que c'est quand même un truc, si on a la possibilité d'y aller. Il y a quand même des Suisses qui tiennent tout le truc et puis on peut parler aussi là et apprendre un peu plus sur le coin ou sur la culture du pays, quoi. Excellent. Bon, merci à vous deux de ces partages. D'habitude, en fin d'interview, je demande de partager une citation, si vous avez suivi. Et là, je me suis dit que peut-être si vous vouliez recommander une œuvre musicale que nous, on ne connaît pas trop. Ou... Alors moi, je vais recommander tout simplement la grande œuvre, non, c'est pas une grande, une petite œuvre musicale de Beethoven, qu'il a écrit en français et en allemand avec Goethe. Donc l'œuvre que personne ne connaît, qu'on a montée récemment avec les chœurs franco-allemands en chœur virtuel, donc avec les Africains aussi. Et ça s'appelle Marmotte, et c'est un chant extrait d'une pièce de Goethe qui raconte l'histoire d'un petit Savoyard. Les Savoyards, à l'époque, étaient très pauvres, et puis les enfants partaient des fois avec des marmottes, montrer les marmottes pour se faire des sous. Ils partaient avec les montreurs d'ours. D'accord. Et ils avaient des vielles à roue, comme ça. Et c'est comme ça qu'ils se faisaient un peu de sous. Et moi, je trouve que c'est une chanson qui touche toujours les enfants, parce qu'ils se rendent compte que, ah ouais, déjà à l'époque, voilà, il se passait des trucs. Il y avait pas tous les enfants qui avaient à manger. Et en Europe, ça existait. Et puis, ils se rendent compte aussi d'autres instruments d'une autre époque. Et puis, je trouve que c'est intéressant de voir... voilà pourquoi aussi Beethoven était un fervent aussi acteur de l'amitié en Europe. Et cette chanson est en français et en allemand, d'origine par Goethe. Et je trouve ça vraiment intéressant par rapport à nos chorales. Je vais la mettre à mes enfants. Merci beaucoup de la recommandation. Et quant à toi, Karine ? Alors, c'est une bonne colle parce que à la base, j'aurais dit la marmotte, moi aussi, par rapport au programme des chorales. Mais il y a une autre chanson, bon, elle est connue par contre, mais je l'ai redécouvert, vraiment, qu'on a fait avec les enfants, enfin la chorale d'enfants, et aussi avec la chorale d'adultes, et qui rentre bien finalement avec tout ce qu'on a discuté là. C'est 99 Luftballons. C'est vrai. De Nena, si je ne me trompe pas, c'est Nena. Alors, moi, je la connaissais de ma période d'ado, où on entend bien le rythme, et c'est pas franchement quelque chose, on va dire, qu'on attend vocalement dans une chorale. Voilà. Mais il existe un arrangement qu'on a fait. J'ai adoré le faire, ou le voir faire avec les enfants, parce qu'on l'a appris aux enfants, puis ça nous a permis aussi de leur expliquer vraiment le texte et ce que ça veut dire, et l'amitié franco-allemande, le mur de Berlin. On a pu parler de toutes ces choses-là avec les enfants. Donc, comme quoi la musique, ça peut pousser vraiment loin. Absolument. Et puis, on l'a fait en chant choral, donc en tant qu'adulte, dans le chœur francophone, où j'ai vraiment redécouvert. On a une version bilingue même, on a même qui était fait par Nena, pour Arce, je crois, en 2012, elle avait fait un truc comme ça. Donc c'était une partie au début et à la fin en français, en plus de l'original allemand. Donc c'est pas inventé par nous, c'était Nena qui l'a fait aussi.
Ok, merci beaucoup. J'ai redécouvert comme ça, quoi. Merci de ces recommandations, merci d'avoir participé au podcast. Je souhaite bonne continuation à votre association. On a vraiment entendu la passion aussi que vous aviez pour le chant, pour ce que vous faisiez. C'est que les gens sachent, quoi, quand on est dans une association présidente, etc., c'est énormément de travail, on s'investit. Donc voilà, c'est de bonnes énergies pour le social francophone ici. Donc voilà, je tire mon chapeau. Merci à toi pour l'invitation, vraiment. Merci vraiment et surtout, on se retrouve sur le côté, l'important c'est l'utilité et qu'on serve à la communauté aussi francophone. Et merci beaucoup pour tes podcasts aussi par rapport à ça. C'est gentil, merci beaucoup. Rien que ces rencontres-là, ça donne assez d'énergie. Et puis voilà, chers auditeurs, merci aussi de suivre parce que c'est vous qui créez énormément d'énergie autour et qui me donnait la motivation. En tout cas, je mettrai toutes les informations de l'association dans la bio du podcast, vous retrouvez ça. Je vous invite aussi à retrouver les précédents épisodes si la vie associative locale vous intéresse. J'ai déjà présenté quelques associations avec bonheur. Donc merci les filles et à bientôt pour un prochain épisode. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.